Bonjour à toi! Lorsque nous nous sommes vus la dernière fois, nous avons abordé les sujets du territoire et de la population au début des années 1900. Aujourd'hui, nous allons parler de divertissement, plus précisément de la culture des loisirs et des sports. Tu vas constater qu'il y a beaucoup d'activités qui sont restées, mais d'autres dont on entend moins parler maintenant. Nous devions aussi aborder les progrès en agriculture, mais ce sera pour la prochaine capsule. Alors, viens avec moi. Ensemble, on va remonter le temps et nous allons découvrir comment on s'amusait au début du 20e siècle. Au début des années 1900, les gens de la ville ont plusieurs façons de se divertir. Tout d'abord, il y a les parcs d'attractions qui font leur apparition, comme celui du parc Belmont à Montréal. On pouvait y marcher parmi des clowns, des stands à friandises, des majorettes et des animateurs qui criaient « Rapprochez, approchez, le spectacle va bientôt commencer, let's show begin !» Ça sentait la barbe à papa. Il y avait un grand carrousel, des manèges à sensations. Et le soir, c'était le spectacle des feux d'artifice. Il y avait aussi un côté plus terrifiant, comme des cracheurs de feu, des avaleurs de sabres et des maisons hantées. Pour l'époque, c'était tout un spectacle. Il y avait une autre attraction bien populaire, le théâtre. On y présente différentes pièces, parfois drôles et d'autres dramatiques. Enfin, il y a des cirques qui viennent des États-Unis et qui se déplacent de ville en ville. On pouvait y voir des spectacles grandioses. Les gens peuvent admirer des animaux rares comme des tigres, des éléphants et de mignons petits singes. N'oublie pas qu'à l'époque, les occasions étaient rares pour voir ce genre d'animaux. Il n'y avait pas encore de télé et encore moins l'Internet pour se divertir. Comme spectacle, on pouvait voir aussi des femmes à barbe, des siamois, des nains et des géants. Ça peut nous paraître étrange que des personnes se déplaçaient pour voir des gens différents. Mais à cette époque, ce genre de personnes étaient vues comme des phénomènes de foire. Heureusement, de nos jours, les choses ont bien changé. Mais ce qui fait jaser le plus, ce sont les images qui bougent. Tout le monde en ville veut voir cette nouveauté. C'est le 1er janvier 1906 que les Montréalais se pressent à l'entrée d'un nouvel établissement de vue animée, le Ouimetoscope. La nouvelle attraction rapporte une centaine de dollars à son propriétaire, Léo Ernest Ouimet, dès la première semaine. Et crois-moi sur parole, une centaine de dollars à l'époque, c'était beaucoup d'argent. Léo Ernest n'a que 26 ans lorsqu'il ouvre cette salle d'environ 400 places qui est la première salle de la planète consacrée exclusivement au cinéma. Mais la concurrence est forte et un an plus tard, M. Ouimet fait démolir son cinéma et un bâtiment voisin pour y faire construire une salle de 1200 places. Pour assister à un film en matinée, le prix est de 10 ou 15 cents pour les sièges ordinaires et de 25 ou 35 cents
pour les loges. En soirée, c'est un peu plus dispendieux puisque les gens peuvent payer jusqu'à 50 cents pour une loge. Et il est préférable de réserver sa place, sinon on peut être déçu. Au début, lorsqu'ils sont muets et en noir et blanc, les films durent environ 10 minutes. Et entre deux représentations, on présente de courts sketchs ou des chansons. Puis, les films deviennent de plus en plus longs et certains auront même de la couleur, comme le film The Toll of the Sea, sorti en 1922. En 1927, ce sont les films parlants qui feront leur apparition. Et de nouveau, les gens en ville veulent voir cette nouveauté qui impressionne grandement. Le premier film de ce genre se nomme Le chanteur de jazz. Face à cette nouveauté, le cinéma muet ne pourra pas survivre et il meurt définitivement dans les années 30. De grandes vedettes verront le jour, comme Charlie Chaplin, Alfred Hitchcock et un peu plus tard, Marilyn Monroe. À travers les personnages, les gens pourront vivre différentes émotions. La joie, la peine, la colère et même la peur. Mais tout n'est pas rose pour les distributeurs de films et les propriétaires de cinéma, car le clergé veut interdire les représentations le dimanche, jour du Seigneur. Nous avons interdit, entre autres choses, les représentations théâtrales, les séances et les concerts payants. Même pour un motif de charité, les courses de chevaux et les tournois entre clubs et associations donnés comme spectacle public et payant. Ce règlement, nous le confirmons aujourd'hui et nous déclarerons qu'il s'applique à tous ces spectacles de cinématographe, de vues animées ou stéréoscopiques et de curiosités quelconques présentées sous toutes sortes de noms. Ce sont là des entreprises lucratives, un négoce véritable, une exploitation qui ne peut être permise. Après ce mandement, la Ville de Montréal émet un règlement qui interdit toutes les représentations cinématographiques le dimanche. Il y aura donc un procès, puisque les propriétaires s'unissent pour faire tomber ce règlement qui nuit grandement à leurs affaires. Cette mésentente durera 4 ans et se rendra jusqu'en Cour suprême. Elle se terminera en 1912 avec la victoire du cinéma du dimanche. Le clergé n'aura d'autre choix que d'accepter la décision de la Cour suprême. Vers les années 1905, on ne fait pas que se divertir, on pratique aussi plusieurs sports. La plupart viennent des Britanniques et ils sont surtout pratiqués par les riches anglophones qui habitent en ville. Cependant, petit à petit, cette situation change lentement puisque les Canadiens français commencent eux aussi à s'y intéresser. Ils jouent entre autres au cricket, qui est un jeu d'origine écossaise. C'est un jeu qui ressemble un peu au baseball, mais les règles sont quelque peu différentes et le bâton est plat et large. Est-ce que tu te souviens du sport que pratiquaient les Autochtones? Oui, c'était la crosse. Eh bien, au début des années 1900, c'est un sport qui est pratiqué par tous. Il y a aussi le baseball qui est très populaire. La population aime faire du sport, mais aime aussi le regarder. En plus des sports dont je t'ai parlé, les Québécois se déplacent pour voir des régates et des courses de bateaux. Mais ce que les gens aiment le plus voir, ce sont des courses de chevaux. Il y a souvent de l'argent en jeu, car il y a des paris. Lorsque l'hiver arrive, on délaisse les sports d'été et on pratique les mêmes activités qu'aujourd'hui. La glissade, la raquette et le patin. Il y a aussi un sport qui devient de plus en plus populaire, le hockey. Il est difficile de trouver la véritable origine de ce sport. Mais en 2008, la Fédération internationale de hockey sur glace a officiellement déclaré
que le premier match organisé a été disputé à Montréal en 1875. Cependant, l'origine du jeu viendrait davantage de l'Europe. En effet, les Perses, les Grecs et les Gaulois pratiquaient tous un genre de sport qui ressemble vaguement au hockey. Mais on croit qu'il serait aussi issu d'un mélange de plusieurs sports anglais et écossais. Une peinture parue en 1565, qui se nomme « Les chasseurs dans la neige », montre en arrière-plan des personnes qui jouent avec des petits bâtons sur glace. Il y a aussi l'origine du mot « hockey » qui est très mystérieuse. Certains historiens croient que ce mot viendrait de « hockey », mot français qui désigne une crosse de berger. D'autres, par contre, croient qu'il viendrait d'un mot hollandais « hockey » qui désigne un chenil ou encore une cabane. Il serait donc associé aux cages de but. Il est très clair qu'il sera difficile de prouver l'origine du mot, mais une chose est sûre, l'utilisation du terme « hockey » fut attestée en 1785, il y a très longtemps. Au début, le hockey n'était pas pratiqué comme aujourd'hui. Non, tu vas trouver ça bien drôle. Mais au début, on joue avec des balles, des pierres, des patates gelées ou encore des morceaux de charbon. Tu comprends qu'on s'en servait comme rondelles de caoutchouc. Et on prenait un bâton pour jouer. Il n'y avait pas non plus de filet dans les buts. À une certaine époque, on se sert de bâtons plantés dans la glace. Ce n'est que beaucoup plus tard que des personnes auront l'idée géniale d'attacher un filet de pêche au poteau. Au début, on jouait aussi sur des patinoires extérieures et on pouvait avoir 8 ou 9 joueurs par équipe. Lorsqu'on a commencé à construire des patinoires intérieures, qui étaient beaucoup plus petites, ce nombre a été réduit à 6. Et voilà, le hockey moderne était né. En 1905, ce sport est déjà considéré comme le sport national du Canada. D'ailleurs, en 1893, Lord Stanley, le gouverneur du Canada, décide d'offrir un trophée pour la meilleure équipe, la Coupe Stanley. Mais c'est en 1909 que l'équipe de hockey, le Canadien de Montréal, que tu dois certainement connaître, voit le jour. Mais cette histoire est très longue. Je te la raconterai dans une autre capsule. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Lorsque nous nous verrons la prochaine fois, nous aborderons les sujets des très grands progrès en agriculture et du commerce et de l'industrie de l'époque. À la prochaine!